Ouais, alors déjà, le Techp, de par son appellation, il y a eu beaucoup de recherches sur l'origine du nom. Quand on a fait avec Pététin le livre, on a pensé que ça voulait dire le tilleul, le til. Ça a été désigné sous le nom de til, de Taïs, de Tex. Enfin, il y a eu toutes les écritures possibles et des dénominations, dont nous, on avait pensé que c'était le tilleul. Bon, vrai ou faux? L'origine du village est certainement très ancienne parce que moi j'ai retrouvé en bordure de la rivière, et notamment à la pointe du Tech et là où il y a le port aujourd'hui, des restes d'industrie néolithique, des flèches, des grattoirs, etc. Bon. Après, ce village, il était énormément étendu sous forme de quartiers qui étaient assez éloignés du centre. Et dans les quartiers de Balanos, de Camps, du Kapland, etc. Donc tout ça, c'est des quartiers qui étaient essentiellement agricoles et pastoraux. Et voilà, la vie du Tech, c'était ça, c'était la culture. Après est arrivée la forêt avec Martial Garnin, mais ça c'est beaucoup plus récent, c'est la fin du 19e, où Martial Garnin a fait de la commune du Tech une commune très riche par la forêt, la résine, etc. Bon, oui, alors, donc, les écoles ont été créées à partir de 1887 parce qu'à l'origine il n'y avait rien, c'était que des maisons-écoles, donc il y avait énormément d'enfants, mais il n'y avait pas d'école. Donc Martial Garnin, qui a été maire de 1876 à 1913, qui était un industriel téchois, dont il avait une usine, une scierie. Et donc une scierie, il avait un four à chaud, une usine de traitement de la gemme, etc. Et c'est lui qui a fait construire dans ces écoles-là. Voilà. Ensuite, en 1920, c'est son fils qui était maire, André Garnin. Et lui, il a fait construire l'église. Cette église, elle a été donc reconstruite entièrement sur la base de l'ancienne, mais sa particularité, c'est qu'ils ont inversé le clocher. Le clocher, à l'origine, se trouvait à l'ouest, et là, ils l'ont inversé, ils l'ont mis à l'est. Mais c'est certainement pour des raisons de réalisation et de rapidité, parce que les travaux ont duré quand même 30 mois, entre la démolition de l'ancienne église et la reconstruction de celle-là. Donc c'est certainement pour des raisons de rapidité d'exécution, parce qu'il faut quand même savoir que la commune, qui était, comme toutes les communes de l'époque, était régie par les sonneries de cloches, les angélus, etc., l'annonce des décès, tout ça, on ne pouvait pas rester 30 mois sans cloche. Et je pense que ce clocher a été bâti dans un premier temps. Avant qu'on démolisse l'ancien, on a transféré les cloches de façon qu'il y ait toujours à disposition une sonnerie parce qu'il y avait les tocsins, etc. Donc, à mon avis, ça a été fait dans cet esprit-là. Il faut savoir aussi que la place venait de s'ouvrir, il y avait une grande place qui venait de s'ouvrir. Et dans le même temps, les offices religieux se faisaient dans une grange qui se trouve un peu plus loin, là, rue des Castins, une grange qui appartenait à la famille Benel et qu'il avait mis à la disposition de la commune pour justement permettre aux offices de se faire. Voilà. Donc ça c'est une chose. Bon, après, en 1930-1933, il y a cette salle qui a été créée, la salle publique, sous la mandature d'Auguste Lafont. Elle a été demandée et rendue nécessaire par le fait qu'une société de musique venait de se créer et il n'y avait pas de local pour pouvoir faire les répétitions, etc. Le seul bémol, c'est qu'en tant que salle des fêtes, elle ne pouvait pas se construire sur cette place-là, étant trop proche et des écoles et du lieu de culte. Il fallait une distance minimale de 300 mètres, ce qui n'a jamais été le cas. Et pour détourner le problème, ils l'ont baptisé salle publique et non salle des fêtes comme c'était prévu à l'origine, bien qu'elle ait toujours servi de salle des fêtes, de bal, etc. Voilà. Ensuite, ici au Tech, il y a le port. Alors le port, à l'origine, le port, il appartenait au château, mais il se trouvait au lieu-dit de la Moulette, c'est-à-dire à l'endroit où il y avait à l'époque un moulin à eau. Ce moulin à eau a existé en 1708. Claude Masse l'avait décrit. Le problème de ce moulin, c'est qu'il ne tournait pratiquement qu'en hiver, quand il y avait des fortes eaux, en période de crue, etc. Et quand Festugère a acheté le château,
il a endigué une partie des branches de la rivière pour créer des réservoirs à poissons et il a donc condamné ce port. Le port du château était condamné. Donc il a créé à ses frais un nouveau port en élargissant le ruisseau du Bourg qui se jette dans la rivière, dans la Leyre. Il a élargi pour permettre aux bateaux, enfin aux bateaux de l'époque qui étaient des chalands, qui n'étaient pas des bateaux comme aujourd'hui, de permettre d'accoster et voilà. Et parce qu'il y avait quand même Motèche, il y avait quand même un peu d'ostréiculture qui s'est créée par la suite. Ce port, il y a eu jusqu'à 18 cabanes qui aujourd'hui ont toutes disparu parce qu'avec la création du parc ornithologique, elles étaient un peu... elles donnaient mauvais effet au décor. Elles étaient squattées, elles étaient vétustes, elles étaient délabrées, donc elles ont été rasées. Bon, le port, il a évolué au fil du temps. Il a été élargi une première fois avec la création du parc ornithologique. Et là, il a été refait en port de plaisance en 1984-85 dans le contrat Ville-Moyenne, voilà, sous la mandature de Claude Léman. Tout ça, c'est... Voilà. Le parc ornithologique, il a été créé en 1972. En fait, c'est un peu l'héritage de Festugère qui, au travers des travaux, des endiguements qu'il a fait pour créer des réservoirs à poissons, a donné un espace compatible avec l'ornithologie, quoi, hein, pour créer un parc un peu comme un Marcanterre, un parc... voilà. Alors, le château de Ruat, bon, il existait depuis déjà les années au moins 1400, peut-être même avant. Exactement, je ne saurais pas vous le dire. Ce qu'il y a, c'est que j'ai retrouvé un premier acte de vente qui datait de 1720, où le capital de l'époque a voulu vendre le château et il a été empêché par un droit lignagé, c'est-à-dire un des fils qui a interdit cette vente. Mais au travers de cet acte de vente, on découvre qu'il était entouré d'un fossé, qu'il y avait un pont-levis, etc. Ça veut dire qu'à la base, c'était un élément de défense du bassin, de l'entrée sur la terre. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il était plus facile d'accoster par l'eau que par les routes. Il n'y en avait pas, c'était que des chemins, des trucs, enfin bref, c'était pas commode. Donc, en face de ce château, il y avait même une redoute, c'est-à-dire un point fortifié, à l'entrée de la rivière qui est désignée sous le nom de Boucole, c'est-à-dire la bouche, l'entrée. Et cette redoute, bon, aujourd'hui, il y a encore un monticule qui se trouve dans un parc ornithologique, mais on ne l'a jamais connu, on ne sait pas. Voilà. Donc, le château, il y avait énormément de métairies, il y avait une dizaine de métairies. Il y a encore un bâtiment ici, là, la Cure, qui est une ancienne métairie. Il y avait la métairie de Moureil, de Paris, il y avait une métairie qui était appelée Paris, elle se trouvait du côté de la Motte, mais elle était du côté Tèche. Paris, et l'autre c'était, je ne sais plus, il y avait Martias, il y avait énormément de parcs à moutons, etc. Parce qu'il y avait jusqu'à au moins des 500 moutons peut-être, je ne sais pas, dans ces eaux-là, parce que le problème des moutons, c'est qu'ils procuraient la fumure pour la culture, parce que les terres étaient tellement acides qu'on ne pouvait pas cultiver sans fumure. Voilà. Donc en 1845, c'est Festugère qui va acheter Ruat avec les 460 hectares de propriété, c'est-à-dire la forêt qui va jusqu'à la Motte, tout le plan d'eau, tout ce qui est aujourd'hui le parc ornithologique, tout ce qui va jusqu'à Gujan, là où il y a le moulin de Canterane, ça appartenait au château, avec le domaine de Bayonne. Et alors Festugère, il va disons, donner au château le cachet qu'il a aujourd'hui. C'est lui qui va le remanier. Bon, tous les fossés qui étaient autour, tout ça a disparu. Par contre, il a mis l'accent sur la pisciculture. Il recevra une médaille pour ça. Parce que Festugère, en fait, c'est un gars qui arrivait de la Dordogne, il était maître de forge et ils ont fait fortune avec les canons de marine. Ils ont coulé des milliers de canons de marine à l'époque du temps de son père, jusqu'à dans les années 1830, à peu près 1840. Quand il y a eu le marché de libre-échange qui a permis aux aciers étrangers de rentrer en France, il a compris que les aciéries du Périgord ne survivraient pas. Donc il a vendu, il a mis en vente les aciéries qu'il avait à Forge d'Anse et aux Aisy.
Et il s'est retourné sur le Teche, mais il a quand même toujours été, dans le négoce des fers. Parce qu'on a retrouvé un texte comme quoi il avait avec Olagré, qui était également un gros marchand de fer sur la place de Bordeaux, on a retrouvé un texte comme quoi ils avaient fait descendre des forges de Pontinx par le canal des Landes, 25 tonnes d'acier, qui après ont transité par voie ferrée sur Bordeaux. Voilà, donc il est toujours resté dans ce contexte-là. Il est décédé, lui, il est décédé à Bordeaux, il est décédé à Paris. Mais toute la famille a été inhumée dans le cimetière de la Chartreuse à Bordeaux, y compris Espinasse, qui était son gendre, le général Espinasse, qui était marié avec sa fille aînée, avec Marie Festugière. Il a eu un fils qui lui est décédé au château, il avait une trentaine d'années, donc ce fils on n'a pas de truc, on n'a pas de suite de lui, il a été simplement désigné rentier. Dans sa descendance, c'est-à-dire au travers de sa famille, il y a eu Caroline. Caroline, c'est elle qui a géré en dernier toute la propriété jusqu'à sa mort, qui est survenue en 1945. Elle est morte le 8 mai 1945, le jour de la fin de la guerre. Voilà, donc elle a été inhumée également à la Chartreuse. Elle est la marraine de la petite cloche et la cloche porte son nom. Elle avait été montée dans l'ancienne église, dans le clocher de l'ancienne église, et elle a été transférée dans celui-là. Voilà. Un dernier mot, parlez-nous un petit peu de la motte. Alors la motte, la motte à la base, la motte et Balanos, à la base, ça faisait partie de Certes. Avec le Captal, le dernier Captal, dans les années, alors ça s'est passé dans les années 1720, je crois. Dans les années 1720, dans cette période-là, ils se sont mis d'accord avec Certes, ils ont fait un échange, c'est-à-dire que tout ce qui était la motte, la rive droite de la rivière, donc la motte Balanos, c'est rentré dans le giron du château et c'est venu sur la commune du Teche. Alors qu'avant, c'était plutôt sur la commune de Biganos. Voilà. Donc ça, la motte. Ouais, voilà. La rivière a servi de délimitation entre le marquis de Certes et Ruat. Voilà. Et Ruat. À la motte, il y a eu la cale des radeleurs, les trains de bois qui descendaient depuis 1885, enfin même avant. 1875 à peu près, qui descendaient la rivière depuis Mousteil, les trains de bois qui arrivaient à la motte, qui étaient donc récupérés sur la cale, et après ils étaient acheminés par voie de fer dans les différentes directions. La cale, là, elle a été empierrée, elle faisait 250 mètres de long, sur 25 mètres de large, elle a été empierrée avec de la garluche, là, comme ça. Et il y a encore des traces d'ailleurs, il en subsiste, et aujourd'hui elle va être remise un peu à flot, pour la base des canoës. La base des canoës, voilà.